Bonjour, chers amis, notamment les membres du mouvement des élèves étudiants républicains de Tchadjaï. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et pour la confiance portée sur ma modeste personne. Je dirais tout simplement que le patriotisme ne se résume pas seulement à faire de la politique, mais c'est aussi contribuer au développement de sa localité. Ce faisant, en initiant des synthèses virtuelles dans un contexte de pandémie, vous êtes en train de montrer tout simplement aux habitants de Tchadjaï que vous êtes attachés à votre terroir. Ce qui nous unit ou ce qui nous réunit aujourd'hui va porter tout simplement sur la discipline historique et géographique. Et c'est pourquoi je vais consacrer une partie de mon exposé aux commentaires dirigés en histoire et une autre partie aux commentaires dirigés en géographie. L'objectif n'est pas de revenir sur les leçons qui ont été déjà déroulées par les collègues, mais c'est surtout donner quelques conseils pratiques aux apprenants pour affronter sereinement l'épreuve du commentaire historique et l'épreuve du commentaire géographique. Je m'en vais donc rapidement démarrer avec le commentaire historique. C'est pourquoi mon exposé est intitulé « Le commentaire dirigé en histoire à l'ère du format UMOA » ou « Comment réussir son commentaire dirigé en histoire à l'ère du format du baccalauréat UMOA ». Le baccalauréat UMOA a été adopté dans notre pays il y a de cela quelques années. C'est une forme d'évaluation qui est basée sur des consignes. Et l'élève qui ne connaît pas ou qui ne maîtrise pas les tenants de ce format-là, il aura des soucis pour réussir l'épreuve du commentaire historique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en face d'un texte ou en face d'un document ou des documents historiques au bac? Que faut-il faire? D'abord, il faut lire à plusieurs reprises les textes, puisque la première lecture vise tout simplement à s'imprégner du contenu. Il faut donc lire à plusieurs reprises le texte. En lisant le texte ou les textes, il faut souligner les connecteurs logiques, souligner tous les éléments qui renvoient à l'articulation du texte. Puisqu'en maîtrisant l'articulation du texte, on est en train de suivre la pensée de l'auteur et par conséquent, cela permet à l'apprenant de mieux saisir le texte, notamment l'idée générale du texte. Et donc, il faut donc identifier et souligner les connecteurs logiques. C'est des connecteurs du genre cependant, ainsi, mais, toutefois, par ailleurs. Et connaître le sens de chaque connecteur logique. À chaque fois que l'auteur dit par ailleurs, cela veut dire qu'il est en train d'aborder une autre idée. S'il dit cependant, mais, toutefois, il est en train de marquer une opposition. Ainsi, en somme, en définitive, à la lumière de ce qui précède, il est en train de tirer une conclusion partielle. C'est des connecteurs qu'il faut connaître et leur sens afin de mieux suivre le raisonnement de l'auteur. Ensuite, il faut se poser la question ou les questions suivantes et y répondre. De quoi parle ce texte? Il faut se poser cette question-là et la répondre au brillant. De quoi parle ce texte? Ça permet de suivre, de connaître l'idée générale du texte. Et ça peut faciliter le contexte historique. Les faits relatés se déroulent où? C'est une question qu'il faut répondre aussi. L'espace. Les faits relatés se déroulent quand? Le cadre temporel. En répondant à ces trois questions, de quoi parle le texte? Où se déroulent les faits?
et quand est-ce que se déroulent ces faits-là. En répondant à ces questions, on a là une idée bien claire du contenu du texte. Je rappelle que ces questions-là sont à répondre au brouillon, puisque là, on est en train de faire ce qu'on appelle une analyse externe du texte ou des textes. L'analyse externe se fait au brouillon, puisque tout simplement, il permet à l'apprenant de mieux ou de bien maîtriser le texte. Parce qu'on ne peut pas répondre correctement aux consignes qui seront posées si on ne comprend pas le texte, si on ne connaît pas l'idée générale du texte, si on ne connaît pas le cadre spatial ou bien le cadre temporel. Après ces tâches-là, maintenant l'élève est appelé à lire les consignes. Les consignes, c'est les questions. Il y a quelques années, on disait questions quand on donnait un commentaire dirigé. Maintenant, on dit consigne. Il faut donc connaître qu'est-ce qu'une consigne. Une consigne, comme le nom l'indique, c'est un ordre. Dans la consigne, on demande à l'élève de faire ce que la consigne lui demande de faire. En termes clairs, on n'a pas le droit de s'éloigner de la consigne. La consigne dit identifier, vous devez identifier. La consigne dit analyser, vous devez analyser. Elle dit montrer, vous devez montrer. Elle dit expliquer, vous devez expliquer. Donc, une consigne, c'est un ordre qu'on donne à un élève, et donc l'élève doit répondre à cette consigne-là. Donc, une consigne, c'est faire ce que l'on vous demande de faire. Quelles sont les caractéristiques des consignes au baccalauréat? Quel type de consignes on peut avoir au baccalauréat? D'abord, au baccalauréat UEMOA, les consignes sont caractérisées par leur univocité. Univocité, c'est-à-dire, les consignes doivent être formulées de telle sorte qu'elles puissent être comprises par tous les apprenants. Autrement dit, la consigne au baccalauréat, elle est claire, concise et précise. Tout apprenant qui lit pour la première fois la consigne doit comprendre ce que l'auteur de la consigne veut dire. On parle d'univocité. Les consignes au baccalauréat sont claires, nettes et précises. Mais ce qui est beaucoup plus important avec les consignes du baccalauréat UEMOA en histoire et en géographie, c'est que les consignes sont accompagnées d'un gérondif. Un gérondif. Et ça, les élèves doivent savoir qu'est-ce qu'un gérondif. Chaque consigne au baccalauréat est accompagnée d'un gérondif. C'est quoi donc un gérondif? Quelle est l'utilité d'un gérondif? Un gérondif, en français, est une forme verbale utilisant le participe présent et qui permet d'exprimer la simultanéité de deux actions. Par exemple, quand je dis présenter l'auteur du document en précisant sa fonction. Ici, le gérondif, c'est en précisant. Dégager le contexte historique en identifiant. Nous avons ici comme gérondif en identifiant. Donc, un gérondif permet tout simplement à l'apprenant de savoir vers où il faut aller pour répondre à la question posée. Donc, l'élève est appelé à répondre tout ce qui vient après le gérondif ou à aller dans le sens indiqué par le gérondif. Exemple de consigne donc pour le baccalauréat UEMOA. On peut avoir une consigne du genre présenter le leader cité dans le paragraphe du texte numéro 1 ainsi que l'auteur du texte 2 en précisant leur nationalité, leurs fonctions respectives du moment, leur position vis-à-vis de la lutte des peuples colonisés et deux événements datés dans lesquels ils se sont illustrés. Ça, c'est la consigne du baccalauréat de 2019, histoire. On avait dit aux élèves, présenter le leader cité dans le premier paragraphe du texte 1. La consigne est claire. On dit à l'élève, va dans le premier paragraphe du texte 1, regarde le leader qui est indiqué dans ce paragraphe-là. Donc on a donné un ordre, l'élève doit faire cela. Et on dit aussi à l'élève, présenter aussi l'auteur du texte 2. Et on dit à l'élève, en précisant, le gérondif vient. En précisant quoi?
la nationalité ou leur nationalité, leurs fonctions respectives. Donc l'élève doit préciser leur nationalité. Est-ce qu'ils sont sénégalais? Est-ce qu'ils sont français? Est-ce qu'ils sont russes? Est-ce qu'ils sont chinois? Ce qu'on appelle nationalité. Leurs fonctions respectives, l'élève doit montrer est-ce qu'ils sont présidents de la République? Est-ce qu'ils sont ministres? Est-ce qu'ils sont députés? Et l'élève doit donner leur position vis-à-vis de la lutte des peuples colonisés. Et enfin, la consigne dit à l'élève donner 2 événements datés dans lesquels ils se sont illustrés. 2 événements datés. Donc là, vous aurez compris tout simplement que la consigne, elle est claire. Elle vous dit, allez directement dans le premier paragraphe du texte numéro 1, identifier l'auteur qui est signalé dans ce paragraphe-là, mais aussi aller dans le texte numéro 2, identifier son auteur. Après avoir identifié ces 2 auteurs-là, la consigne vous dit donner leur nationalité, donner leur fonction, donner leur position vis-à-vis de la lutte des peuples colonisés, et enfin la consigne dit donner 2 événements datés dans lesquels les deux personnages se sont illustrés. On l'appelle consigne. Donc là, c'est un ordre. Par conséquent, on n'a pas le droit de donner d'autres informations qui n'ont pas de rapport avec la consigne. Donc la consigne, vous faites ce que la consigne vous demande de faire. Ce qu'on appelle une consigne au format baccalauréat UEMOA. Je donne un exemple pour vous permettre de mieux voir ce que je suis en train de faire. Tout à l'heure, la consigne a été claire. Moi, je vais essayer de formuler, je vais essayer de répondre et vous allez comprendre. Dans le premier paragraphe du texte, c'est le nom de Joseph Staline qui est dans le premier paragraphe du texte. On me demande maintenant de présenter Joseph Staline en donnant sa nationalité, en donnant sa fonction, en donnant sa position vis-à-vis de la lutte des peuples colonisés et en donnant 2 événements datés dans lesquels il s'est illustré. Un exemple très simple. D'ailleurs, je dis aux élèves, il faut avoir l'art de la simplicité, écrit simple, sujet, verbe, complément, pour ne pas avoir des problèmes avec la formulation. Exemple. Le soviétique Joseph Staline fut le secrétaire général du comité central du Parti communiste en 1922, puis secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, ou dirigeant de l'Union des républiques socialistes soviétiques de 1924 à sa mort en 1953. Là donc, vous aurez compris que j'ai donné sa nationalité et sa fonction. J'ai dit le soviétique Joseph Staline. Soviétique, ici j'ai donné sa nationalité, puisqu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'URSS. J'ai donné sa fonction. Il a été secrétaire général du comité central du Parti communiste. Il a été secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Il a été donc dirigeant de l'Union soviétique de 1924 à sa mort en 1953. Donc là, j'ai donné sa nationalité et sa fonction. Mais je ne dois pas me limiter à ça, puisque la consigne me demande aussi de donner sa position vis-à-vis de la lutte des peuples colonisés. Et je vais ajouter en disant, sur la lutte des peuples colonisés, il eut une position anticolonialiste. La consigne continue toujours en me disant, donner 2 événements datés dans lesquels Joseph Staline s'est illustré. Et je dis, il s'est illustré dans les conférences interalliées comme celle de Yalta du 4 au 11 février 1945 et de Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945, mais également lors du blocus de Berlin en juin 1948. Et je me limite là, je m'arrête là, puisque la consigne a demandé de donner la nationalité. J'ai dit qu'il est soviétique. La consigne m'a demandé de donner sa fonction. J'ai dit qu'il a été dirigeant de l'Union soviétique. La consigne m'a demandé de donner sa position vis-à-vis de la lutte des peuples colonisés. J'ai montré qu'il avait opté pour une position anticolonialiste. Enfin, la consigne m'a demandé
de donner deux événements datés dans lesquels Joseph Staline s'est illustré. Et j'ai tout simplement montré qu'il a participé à la conférence de Yalta de 1945, à la conférence de Potsdam de 1945. Et j'ai donné aussi une autre information. J'ai dit qu'il s'est illustré lors du blocus de Berlin en 1948. Tout en retenant qu'on me demande deux événements. Quand la consigne me demande deux événements datés, je dois donner deux événements datés. Et je me limite là. Donc vous avez compris qu'avec la consigne au baccalauréat, c'est très clair. C'est un ordre qu'on vous a donné. C'est une injonction qui vous a été faite. Et vous devez respecter tout naturellement ce que la consigne vous dit. Ça, c'est un exemple de consigne au baccalauréat. Autre consigne qui est fréquente au baccalauréat. Je n'ai jamais été au baccalauréat où je n'ai jamais été à un baccalauréat où il n'y a pas une consigne sur le contexte historique. Je n'ai jamais participé à un baccalauréat où il n'y a pas eu de consigne sur le contexte historique. Peut-être que ça peut arriver, mais je ne l'ai jamais vu. Et c'est pourquoi le contexte historique, c'est une consigne qui est fréquente, qui est essentielle au baccalauréat. Faudrait-il connaître qu'est-ce que le contexte historique? Essayons donc de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'un contexte historique? Un contexte historique, ce sont les circonstances ou les événements qui sont à l'origine des faits relatés par l'auteur dans le texte. Autrement dit, dans le contexte historique, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui justifie ce que l'auteur est en train de raconter dans le texte. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et qui explique cela? Et le contexte historique est accompagné aussi d'un gérondif, comme je l'ai dit tantôt. Je donne un exemple de consigne avec le contexte historique, toujours baccalauréat 2019. Au baccalauréat de l'année dernière, on a dit aux élèves, consigne numéro 2, dégager le contexte historique des deux documents en analysant deux événements datés qui se sont produits en Asie entre 1946 et 1954 et ayant influencé les relations internationales. C'était ça la consigne du baccalauréat en 2019. Dégager le contexte historique des deux documents en analysant deux événements datés qui se sont produits en Asie entre 1946 et 1954 et ayant influencé les relations internationales. Essayons d'appliquer cela. Il y a le gérondif qui revient en analysant. Essayons donc de répondre à cela, tout en se posant la question suivante. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, ou qu'est-ce qui se passe et qui explique ce que l'auteur est en train de raconter dans le document? On l'appelle contexte historique. Je vais essayer de donner un exemple. Je dirais, il y a plusieurs manières de formuler un contexte historique, plusieurs manières, mais moi je le fais de la manière la plus simple possible. Je dirais, les faits relatés dans le document s'inscrivent dans le contexte de l'après-seconde guerre mondiale, marqué par la confrontation Est-Ouest, mais aussi par l'éveil des peuples colonisés d'Asie et d'Afrique. Donc quand on lit bien les textes, on se rend compte que à l'époque, il y avait la bipolarisation. Il y avait la confrontation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. À l'époque aussi, il y avait l'accélération du processus de décolonisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est le contexte historique. Et maintenant, on me dit de donner des événements qui se sont produits en Asie entre 1946 et 1954 et qui ont eu des influences ou qui ont influencé les relations internationales. 1946-1952. Là donc, l'élève doit convoquer le cours, puisque dans le cahier de cours, le prof a donné des événements entre 46 et 54 qui, tout simplement, ont influencé les relations internationales. Mais c'est des événements dans le continent asiatique et non des événements dans le continent africain, puisque la consigne dit des événements en Asie entre 46 et 54 qui ont influencé les relations internationales. Je dirais, après avoir donné le contexte général et le contexte particulier, je dirais, cet éveil est consécutif
à certains événements asiatiques ayant eu des répercussions dans les relations internationales. Il s'agit, entre autres, de la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, qui a favorisé l'expansion du communisme dans la région et suscitant la réaction américaine, et la défaite française à Dien Bien Phu en 1954, qui allait renforcer les velléités indépendantistes en Afrique. Donc vous avez respecté la consigne, parce que la consigne m'a dit de dégager le contexte historique et de donner deux événements qui sont déroulés en Asie entre 1946 et 1954, ayant influencé les relations internationales. J'ai montré que les faits relatés dans le document s'inscrivent dans le contexte de l'après-seconde guerre mondiale, notamment une période marquée par la confrontation Est-Ouest, mais aussi l'éveil des mouvements de décolonisation ou le développement ou l'accélération du processus de décolonisation dans les continents asiatiques et africains. Et après, la consigne me demande de donner deux événements datés entre la période 1946 et la période 1954. Il y a plusieurs événements qui ont influencé les relations internationales en Asie. En 1949, la République populaire de Chine est proclamée par Mao Zedong le 1er octobre 1949. La Chine donc devient une république communiste. Une partie de l'Asie est tombée entre les mains des communistes. Les Américains allaient réagir en soutenant les séparatistes, les nationalistes de la République de Chine-Taïwan. Un autre événement que j'ai cité, c'est la défaite française à Dien Bien Phu en 1954. En 1954, la France a perdu la guerre d'Indochine à la bataille de Dien Bien Phu. La défaite française à Dien Bien Phu allait sonner le glas pour naturellement des mouvements indépendantistes dans le continent africain. Et c'est pourquoi les historiens disent que dans les années 1950, le vent de changement qui a soufflé dans le continent asiatique avec la défaite française à Dien Bien Phu allait avoir des répercussions dans les relations internationales, mais surtout dans le processus de décolonisation dans le continent africain, qui allait s'accélérer, puisque nous verrons que un an après la défaite française à Dien Bien Phu, la conférence de Bandung a été organisée, la loi cadre a été promulguée dans les colonies d'Afrique occidentale française, le Ghana devient le premier pays d'Afrique occidentale à accéder à l'indépendance, la Guinée-Conakry va devenir un pays d'Afrique occidentale d'expression française à être indépendante, la Fédération du Mali sera instituée et en 1960, la plupart des États acceptent la souveraineté internationale, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc là également, vous aurez compris que dans le contexte historique, il faut répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et qui justifie ou qui explique ce que l'auteur est en train de raconter dans le texte? La réponse à cette question-là constitue ce qu'on appelle le contexte historique. Tout naturellement, il ne faut pas oublier de suivre les indications données par le gérondif. Encore une fois, le gérondif, dans les consignes UOMOA, donne des indications. Et ce sont ces indications-là qui vont donner une idée à l'apprenant des éléments qui doivent figurer dans la réponse. Donc ça, c'est une autre consigne qui est fréquente au baccalauréat. Une dernière consigne, ou si vous voulez, une autre consigne qui peut être, si vous voulez, donnée au baccalauréat, c'est la consigne qui porte sur la portée historique. La portée historique, c'est la conséquence. À court terme, à moyen terme ou à long terme, de ce que l'auteur est en train d'expliquer dans le texte. Le contexte historique, c'est la cause des événements. La portée historique, c'est la conséquence des événements relatés par l'auteur dans le texte. Là également, la portée historique est accompagnée d'un gérondif. Je dis que toutes les consignes avec le nouveau format d'évaluation au baccalauréat en histoire et en géographie
toutes les consignes sont accompagnées de géronglifs. Je donne un autre exemple pour voir comment on dégage la portée historique. Dégager la portée historique de ce discours en analysant deux faits ayant marqué l'évolution de l'Europe entre 1947 et 1950. Dégager la portée historique de ce discours en analysant. En analysant, ici c'est le gérongliffe. Deux faits ayant marqué l'évolution de l'Europe entre 1947 et 1950. Donc, on demande à l'élève de montrer ou de dire quelle a été la conséquence ou quelles sont les conséquences du discours de Winston Churchill dans les relations internationales entre 1947 et 1950. Les conséquences sur ce qui vient après le discours ou ce qui s'est passé après le discours de Winston Churchill. En répondant, l'élève peut dire ceci. Ce discours de Winston Churchill a eu une portée notable en Europe. C'est la conséquence. Ce continent sera bipolarisé avec la constitution de deux blocs idéologiques antagonistes. L'Est communiste et l'Ouest capitaliste. Des blocs qui allaient s'affronter stratégiquement pour avoir la mainmise sur l'Europe. C'est le cas en Allemagne, où le blocus de Berlin a eu comme conséquence la division de l'Allemagne en deux républiques, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne. Donc l'élève a montré que, après le discours de Winston Churchill en 1946, où Churchill parlait de rideau de fer, il y a eu effectivement une fracture dans le monde. Il y a eu une division dans le monde. Il y a eu ce qu'on appelle la bipolarisation du monde. Deux pôles allaient se constituer. Le pôle de l'Est, qui est dominé par l'URSS, qu'on appelle le bloc communiste, et le pôle de l'Ouest, dirigé par les États-Unis, qu'on appelle le bloc capitaliste. Et donc, ces deux pôles allaient s'affronter en Europe. Et l'affrontement entre ces deux pôles-là allait déboucher en Allemagne, par exemple, sur une division de ce pays-là en deux républiques. La République fédérale d'Allemagne, qui était pro-occidentale, et la République démocratique d'Allemagne, qui était pro-soviétique. Donc ici, l'élève a donné la portée ou la conséquence du discours de Winston Churchill dans les relations internationales, notamment en Europe. Enfin, une dernière consigne en histoire qui peut être proposée aux élèves, c'est une consigne en rapport avec le commentaire d'un passage souligné. Une consigne en rapport avec l'explication d'un passage en gras. On peut souligner un passage dans le texte, on peut mettre en gras. Gras, c'est cette forme d'écriture qui est très foncée, noire sur un texte. On met une phrase en gras, on met deux phrases en gras, ou on les souligne, ou on demande même à l'élève d'expliquer un paragraphe. Donc expliquer un paragraphe, c'est rendre explicite ce que l'auteur dit de manière implicite. En termes clairs, c'est d'expliquer, c'est d'apporter des éléments pouvant permettre au lecteur de mieux comprendre ce que l'auteur est en train de dire. Pour ce faire, il faut convoquer le cours. Il faut convoquer la culture générale. Il faut convoquer les lectures respectives. En termes beaucoup plus clairs, il faut voir les éléments du cours, les éléments de la leçon qui peuvent permettre tout simplement à l'élève de rendre plus clair, de rendre explicite ce que l'auteur a dit dans son texte de manière implicite. Au total, si on devait se résumer, les types de consignes fréquentes au baccalauréat sont la consigne sur la présentation de l'auteur ou même du texte, la consigne sur le contexte historique, la consigne sur la portée historique et la consigne sur l'explication d'un passage souligné. Dans tous les cas,
il est impossible de répondre correctement aux consignes si on n'a pas compris ce que les consignes disent. C'est pourquoi la phase de l'analyse externe du document est essentielle pour réussir son commentaire dirigé en histoire. Je vous remercie.